Bonsoir, professeur Alain Fischer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bien sûr professeur d'immunologie pédiatrique, biologiste, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Et merci de rester avec nous pendant l'heure qui vient pour répondre à toutes les questions. Et la première, ce soir, c'est cette phrase des pays du G7. Le variant Omicron, hautement transmissible, exige une action urgente. On a vu un certain nombre de pays fermer leurs frontières. On voit des phrases comme ça. Est-ce que... on n'est pas en train de paniquer? Est-ce que c'est un bon réflexe de bloquer le monde? Est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné? Je ne pense pas qu'on soit tout à fait en train de bloquer le monde, mais à contrario, imaginez, j'espère que ce ne sera pas le cas, que ce variant prenne de l'ampleur. Peut-être poserez-vous la question, mais pourquoi n'avons pas restreint plus rapidement les voyages, etc. Donc, ce n'est pas facile de prendre des décisions dans un moment d'incertitude. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont des signaux d'alerte sur le fait que ce virus pourrait être plus transmissible et être moins sensible à l'effet de la vaccination. Donc ça justifie pleinement de faire attention, de prendre des mesures de restriction de la diffusion de ce variant. En même temps, si je puis dire, nous ne sommes pas dans une situation où nous savons s'il va se répandre ou pas. On n'en sait rien. Mais il a suffisamment de mutations, un très grand nombre de mutations sur son génome qui suggèrent qu'il puisse à la fois être plus transmissible et moins sensible à l'effet du vaccin. Donc, il est absolument légitime de prendre des précautions. Il ne faut pas paniquer. Il faut écouter les mots strictement dans le sens qu'ils ont et considérer qu'il y a un risque. Un risque ne veut pas dire qu'il va y avoir un événement majeur, mais il faut mieux prévenir autant qu'on le peut la diffusion, si ça devait être le cas de ce virus, limiter la cinétique d'extension pour pouvoir agir de façon plus efficace. La vitesse, donc la cinétique d'extension, c'est-à-dire la vitesse de contamination, la rapidité de la contagion. Si ça devait être le cas, on n'en sait rien, parce qu'en Afrique du Sud, la situation est un peu différente de celle de l'Europe. On est en Afrique du Sud, on y reviendra dans un instant, à 10 000 cas par jour. En France, on a peut-être détecté 8, et peut-être 1 en Espagne, et peut-être quelques-uns aux Pays-Bas, etc. On va y revenir. Mais du coup... est-ce que vous, personnellement, qui avez vécu depuis 1 an cette période comme ça, en première ligne, est-ce que vous vous dites, ça m'inquiète, ça va être différent, et c'est encore quelque chose de nouveau et d'inquiétant? C'est un signal d'alerte pour moi. Encore une fois, il y a des marqueurs biologiques, compte tenu de tout ce qu'on a appris sur les différents variants qui se sont développés au cours des 2 années passées. Il y a des signaux qui disent ce variant-là, il est potentiellement dangereux. C'est un variant de préoccupation, comme dit l'OMS, variant of concern. Et donc, il faut prendre des mesures. Mais cela ne veut pas dire que ce variant va prendre le dessus sur le variant actuel, qui est déjà très transmissible, qui est responsable de la vague actuelle en France et en Europe globalement. On ne sait pas, mais il faut faire comme si. Puis on verra bien, en fonction des précautions qui seront prises. Alors, on va revenir sur les précautions, mais est-ce que, du coup, on doit changer de stratégie? Le président nous a développé une stratégie, et puis le ministre de la Santé, ouverture du rappel du vaccin pour tout le monde de façon à 5 mois après sa double vaccination, renforcement des gestes barrières, retour un peu du télétravail, partiellement en tout cas, contrôle dans le pass sanitaire, PCR de 24 heures seulement valable, donc en quelque sorte quand même vaccination quasi obligatoire. Tout ça, est-ce qu'il faut changer avec l'arrivée du variant Omicron ? Non, je dirais qu'à court terme, en tous les cas, l'émergence de ce variant, dont encore une fois on ne connaît pas la signification précise, ne fait que justifier un peu plus, si c'était possible, l'ensemble des mesures qui viennent d'être prises. La nécessité absolue de vacciner, primo-vacciner, effectuer les rappels chez les personnes fragiles, effectuer les rappels chez tout le monde, et respecter strictement les mesures barrières. Je pense que si on fait cela, on aura déjà beaucoup gagné. Il serait quand même très étonnant que ce virus, je prends les choses au pire, se diffuse. Je serais très, très surpris qu'il ne soit pas quand même partiellement, disons, sensible à la vaccination telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Donc, sans certitude, mais enfin, des éléments de réflexion que l'on peut proposer. C'est-à-dire, je voudrais peut-être traduire un peu, c'est-à-dire que vous pensez que la vaccination aujourd'hui, avec le rappel, permet quand même d'être plus fort face à ce variant? Possiblement, oui. En tous les cas, c'est une hypothèse plausible, et donc ça ne fait que renforcer l'intérêt de se vacciner, ce d'autant que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas Omicron, même s'il faut y penser, bien sûr, c'est Delta.
Et Delta, il provoque un nombre de cas croissant chaque jour. Il y a plus de malades hospitalisés aujourd'hui qu'il y en avait hier, etc. Donc la préoccupation immédiate, c'est celui-là. Donc ça veut dire le respect des gestes barrières et vacciner, vacciner, vacciner. Mais en même temps, toutes ces mesures ont un intérêt potentiel dans l'hypothèse où le nouveau variant prendrait à son essor. Alors justement, avec Lucie de Villers, on va tout de suite faire le point sur la situation vaccinale en France. Dites-nous, bonsoir Lucie, quelle est la situation à cette heure-ci sur le front de la vaccination? Eh bien, à la date d'hier, dernier chiffre dont nous disposons, 75,4% de la population dispose d'un schéma vaccinal complet. Et depuis ce samedi, ouverture de la campagne de rappel aux plus de 18 ans, près de 7 235 000 personnes ont reçu leur 3e dose. Et regardez, ce sont majoritairement les plus de 75 ans qui sont donc triplement vaccinés, puisque le rappel leur est proposé depuis le mois de septembre. Viennent ensuite les 65-74 ans et puis, logiquement, les plus jeunes, les 18-29 ans. Voilà, merci Lucille. Mais on peut revenir à l'objectif d'Olivier Véran qui était de 10 millions de troisième doses de rappel d'ici la fin de la semaine. C'est bien parti alors? Oui, tout à fait. Regardez, la veille de l'ouverture de la campagne de rappel, environ 6 580 000 personnes avaient reçu leur 3e dose. Et ce week-end, c'est environ 700 000 personnes en plus qui l'ont reçu. Si l'on garde donc ce rythme, nous pourrions effectivement arriver à 9, voire 10 millions de personnes ayant reçu leur 3e dose d'ici ce dimanche. Et pour vacciner toujours plus, Olivier Véran a annoncé l'ouverture de 300 centres de vaccination supplémentaires. On ne sait pas encore combien ont été déjà ouverts. On accélère donc en France, mais aussi ailleurs en Europe. Au Royaume-Uni, par exemple, où la 3e dose est désormais proposée après 3 mois après la 2e dose de vaccin et non plus 6 mois. Lucille de Villers, merci. On va vous retrouver tout à l'heure. Voilà, les Britanniques vont faire le rappel à 3 mois. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut nous arriver ? En France, c'est 5 mois. Hein, oui, c'est 5 et plus 6 mois, absolument. Voilà. 5 mois, c'est raisonnable parce qu'il y a des données scientifiques très solides qui viennent d'Israël, qui était le premier pays qui a mis en place le rappel. Et plusieurs études émanant d'Israël montrent qu'un rappel effectué 5 mois après la fin de la primo-vaccination est à la fois très efficace en termes de protection contre la maladie grave, etc., plus de 9 sur 10 de protection, et aussi bien toléré. Donc on a une base scientifique solide pour aller ainsi. Est-ce qu'il faut aller plus loin, rapprocher encore? Je ne suis pas complètement sûr. Les Britanniques réagissent dans un contexte quand même où ils ont depuis plusieurs semaines un taux élevé de contamination, un taux élevé d'hospitalisation. Et peut-être veulent-ils essayer, pensent-ils, freiner un peu plus ainsi l'évolution de l'épidémie. On manque un peu de données scientifiques, à mon avis, pour aller vers cela. Maintenant, tout reste potentiellement ouvert. Je pense depuis 1 an que la vaccination est en place, on a de cesse, et c'est absolument légitime, même si cela requiert des explications parfois un petit peu difficiles, d'évoluer en fonction des progrès des connaissances. C'est ce qui se passe quasiment chaque semaine depuis 1 an. Alors, il faut traduire ça en explications, que chacun comprenne que ces vaccinations sont nécessaires et dans quelles conditions. Donc, des évolutions surviendront sans doute encore. Mais je pense que le schéma tel qu'il est proposé en France aujourd'hui, il est bien. Alors, justement, on va écouter Sophie. Ce sont donc des questions qui vous sont posées par des Français. Les réactions ont été recueillies par Mathieu Kerman et Julie Janus. Je suis Sophie, donc moi je viens de me faire vacciner pour ma première dose puisque j'étais maman allaitante et je voudrais savoir si on va devoir se faire vacciner comme la grippe tous les ans. Est-ce que ça va être comme la grippe tous les ans? Je me permets d'ajouter une réponse supplémentaire à une question qui n'est pas posée. C'est que madame, visiblement, a attendu la fin de sa grossesse et de son allaitement pour se vacciner, ce qui n'est pas une bonne chose. Il n'y a absolument rien qui contre-indique la vaccination, ni pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement. Et au contraire, la grossesse, on le sait, est un facteur de risque, comme pour la grippe d'ailleurs, de forme sévère de la maladie. Donc les femmes enceintes peuvent se vacciner. Je recommande la vaccination. Il n'y a pas de danger. Ça a été étudié de façon extensive de par le monde. Donc il ne faut pas reculer ni pour une primo-vaccination, ni pour un rappel, la vaccination des femmes enceintes. Et il n'y a aucun problème avec l'allaitement. Voilà, ça c'est dit, mais c'est important parce que ça reste un sujet, je le vois et on l'entend à nouveau,
qui est sensible. Alors, est-ce qu'il faudra se vacciner d'autres fois au-delà du rappel? Évidemment, aujourd'hui, personne n'en sait strictement rien. Mais si l'hypothèse est qu'il faille un rappel chaque année, comme c'est le cas pour la grippe, ça ne me poserait pas de souci particulier. Je pense que la grande majorité des Français l'accepteraient facilement, si cela est nécessaire. C'est plausible, ce n'est pas non plus tout à fait certain. Peut-être c'est l'occasion de rappeler que les données, à nouveau, qui viennent d'Israël, montrent une efficacité tout à fait remarquable de ce rappel, comme c'est le cas d'une manière... C'est un booster, c'est ce qu'on dit. Hein. Ça multiplie anglais, les... Oui, non, mais bon, ça stimule fortement les défenses. On comprend ce que ça veut dire. On stimule les défenses immunitaires. Et par exemple, si on regarde un marqueur parmi d'autres, mais qui compte, le titre d'anticorps neutralisant, quelque chose d'important dans la lutte contre le virus, le titre d'anticorps neutralisant obtenu 1 mois après rappel est de l'ordre de 10 fois supérieur à tous les âges à celui obtenu 1 mois après la primo-vaccination. C'est quelque chose d'attendu en vaccinologie pour d'autres maladies infectieuses. On observe la même chose. Donc c'est un très bon résultat. La question évidemment posée aujourd'hui, c'est la durée de cet effet. Personne ne peut le prédire puisque nous sommes quand même que dans les premiers mois qui suivent le début de ces rappels. Est-ce qu'il faudra d'autres rappels? Peut-être. Eh bien, si c'est nécessaire pour maintenir le contrôle de cette infection, on le fera. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Hamon. Il est médecin généraliste et président de l'honneur de la Fédération des médecins de France. Et il a aussi une question à vous poser. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Oui, bonjour, M. Fischer. Je voulais vous demander si vous aviez l'intention de peser sur l'administration parce que Olivier Véran dit qu'on va rouvrir 300 centres de vaccination. Or, les centres qui avaient fermé et qui veulent rouvrir sont noyés sous la paperasse de notre merveilleuse administration. Et donc, ça va certainement retarder l'ouverture de ces centres, d'une part. Et d'autre part, nous, on est confrontés à la décision des 5 mois, pour le rappel. On était en train de vacciner les gens qui avaient été vaccinés au mois de mai. Ceux du mois de juin arrivent et ceux du mois de juillet vont venir se superposer. Le tout dans un mois de décembre qui va certainement faire pas plus de 20 jours, puisque à partir du 20 décembre, les vacances scolaires vont être là et la population va bouger. Donc ce serait bien que l'administration fasse quelque chose. Et puis, accessoirement, au passage, voir un petit mot pour la sécurité sociale qui a eu, pour motiver les médecins, leur a diminué de 20% la rémunération des vaccinations, ce qui fait toujours plaisir. Réponse, professeur Fischer. Pour ce que je sais, je pense que des efforts très importants sont faits aujourd'hui pour ouvrir ces centres. Moi, je connais des personnes qui travaillent dans certains centres en France et qui sont très actifs en ce moment pour repartir, et notamment avoir les médecins et les soignants, infirmiers, pharmaciens, etc., de participer à cette activité. Je pense que je ne suis pas trop inquiet, mais en France, on aime bien un tout petit peu la paperasse de temps en temps. Je vous l'accorde bien volontiers. J'en ai souffert autant que vous. Mais enfin, je crois qu'il y a une forte motivation et de l'administration, il faut dire les choses ainsi, parce qu'ils sont à la tête de cette affaire et je trouve qu'ils travaillent, la task force, comme on dit, du ministère de la Santé, travaille avec énergie sur ces questions. Donc, je pense que les choses vont se mettre en place comme d'habitude, il faut un tout petit peu de temps. Vous avez complètement raison, évidemment, sur le fait qu'il y a assez brutalement une augmentation assez importante du nombre de personnes à vacciner. C'est juste. Alors, il faut quand même rappeler, vous le savez très bien, vous êtes bien placé pour le savoir, et c'est très bien que les médecins, les pharmaciens, en cabinet, en officine, vaccinent beaucoup plus et vont continuer à vacciner beaucoup plus, que la situation sur ce plan est meilleure qu'elle n'était il y a quelques mois parce que l'on peut conserver dans de meilleures conditions les fameux vaccins ARN, que ce soit le vaccin Pfizer ou Moderna. Donc, il contribue, je crois, aujourd'hui à hauteur de 45%, ce qui est beaucoup plus qu'il y a quelques mois, à la pratique de la vaccination. Et ça va continuer à s'amplifier. Et c'est très bien parce qu'en même temps que l'on vaccine, vous le savez évidemment très bien, les médecins, les pharmaciens expliquent, ont un rôle de pédagogie qui est clé dans cette affaire. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas de goulet d'étranglement, que tous ceux qui veulent se faire vacciner vont y arriver dans des délais. Le docteur Hamon l'évoquait, on est un peu à la veille de Noël. Après, on verra si on peut bouger ou pas. On en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que ce sera possible ? Il y a un tout petit peu de tension aujourd'hui. Je pense que les choses vont se mettre en place assez vite. Je pense qu'il y aura des vaccinations le week-end. Ça ne sera pas strictement les 5 jours ouvrables de la semaine classique.
Rapidement, ce sera dès le week-end. Ça va être quoi cette semaine, la semaine prochaine ? Dès que possible. Enfin, il faut les personnes. Hein, et à nouveau, on demande un effort aux soignants qui ont déjà été beaucoup sollicités, mais je crois que beaucoup d'entre eux sont tout à fait conscients de l'enjeu. Et puis, peut-être, j'ajouterais à titre personnel que dans cette pression immédiate sur les rendez-vous, je pense qu'il faut quand même accorder au maximum la priorité aux personnes les plus fragiles, donc les personnes les plus âgées, les malades, les précaires qu'il ne faut pas oublier. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier la primo-vaccination. Les 6 millions de Français, dont 2 à 3 millions qui sont de personnes fragiles, qui ne sont pas encore vaccinées. Il y a 30-40 000 primo-vaccinations par jour en France, ce qui n'est pas si mal. Il faut que ça continue absolument. Donc il faut préserver tout ça. Alors, ce sont des équilibres un peu délicats, mais je crois qu'il faut évidemment arriver à ce que tout le monde se vaccine, mais mettre en toute première priorité les personnes les plus fragiles. Juste une question pour finir, docteur Hamon, vous-même, vous pouvez élargir vos créneaux horaires, en fait, et peut-être que d'autres généralistes vont le faire, même si c'est difficile et ça demande beaucoup d'énergie et de santé. Je posais la question justement à une infirmière libérale que j'ai croisée hier et pour lui dire qu'on avait demandé à notre maire d'ouvrir le centre le soir de 20h à 23h parce qu'à ce moment-là, les libéraux seront libres. Parce que figurez-vous qu'en ce moment, comme il n'y a pas eu de confinement, les pathologies saisonnières sont extrêmement présentes et j'ai réussi péniblement à caser une quarantaine de vaccinations cette semaine au milieu de mes consultations, mais je ne peux pas en faire plus à mon cabinet aux heures d'ouverture. Donc là, clairement, on a demandé à notre maire d'ouvrir son centre de vaccination le soir de 20h à 23h et on attend la réponse. Et je ne doute pas de la mobilisation des médecins et des infirmiers du secteur pour vacciner, car on sait qu'il y a urgence. Merci beaucoup, docteur Hamon. Réponse de Alain Fischer. Oui, merci et je souscris à cette mobilisation et d'ouvrir des plages horaires les plus larges possibles, évidemment remplies et susceptibles de permettre d'atteindre l'objectif plus rapidement. C'est clair. Donc on attend ça parce qu'effectivement la demande est forte. Peut-être c'est l'occasion aussi de dire quelque chose d'important parce que m'est arrivée l'information de plusieurs sources que parmi les 2 vaccins disponibles à ARN, Moderna et Pfizer, certains avaient une crainte à l'égard du vaccin Moderna. Et il faudrait lever les doutes, parce que ce serait vraiment dommage de se priver d'une arme essentielle. Il y a une inquiétude sur les hommes de moins de 30 ans, puisque c'est déconseillé aux hommes de moins de 30 ans. Si je peux expliquer les choses. Donc les 2 vaccins ARN sont parfaitement efficaces, et à vrai dire, le Moderna l'est un tout petit peu plus, si on regarde les chiffres de très très près, que le Pfizer, donc, que ce soit en primo-vaccination ou en rappel. Il se trouve que le vaccin Moderna, tel qu'il était administré pour les premières doses, première et seconde dose, était administré, pour être précis, d'être technique, une seconde, la dose est de 100 microgrammes d'ARN par dose, alors que le Pfizer, c'est seulement 30 microgrammes. Donc probablement, sans certitude absolue, mais cette dose un peu plus élevée, elle est un peu plus efficace et elle comporte un tout petit risque, qui est faible, mais un tout petit risque chez les jeunes, vous y faites allusion, les moins de 30 ans, d'une complication inflammatoire cardiaque qui n'est en fait pas grave, qui dure 2-3 jours et qui passe, mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc la Haute Autorité de Santé, de façon tout à fait logique, a dit puisqu'on a le choix pour les moins de 30 ans où il y a ce petit risque, autant choisir le Pfizer. Mais il ne faudrait surtout pas en déduire que ce vaccin comporte un quelconque danger particulier pour les personnes âgées de plus de 30 ans. Dans le contexte actuel, ce d'autant, il faut y ajouter cette notion, c'est que pour le rappel, c'est une demi-dose de Moderna qui est injectée de 50 microgrammes. D'accord. C'est très précis et c'est un peu technique, mais c'est juste pour rassurer les personnes qui nous écoutent. On peut tout à fait recevoir un rappel Moderna si on a plus de 30 ans, même si on avait moins de 30 ans, à vrai dire, mais surtout si on a plus de 30 ans, sans aucun problème. Et donc, il ne faut évidemment pas refuser cette opportunité. Je continue là-dessus. Est-ce que vous avez observé des effets secondaires sur les doses de rappel importants, des effets secondaires importants ? Écoutez, alors l'expérience française est encore relativement limitée, mais il n'y a aucun signal particulier. Et si on regarde donc chez nos voisins, les Britanniques qui ont commencé un peu avant nous et les Israéliens encore avant, il n'y a aucun retour d'une toxicité particulière. Donc on peut tout à fait rassurer sur le caractère sûr de cette dose de rappel, que ce soit avec le Moderna ou avec le Pfizer. Et on peut aussi ajouter que le fait d'avoir un mélange de vaccins entre ce qu'on a eu en première dose et en rappel, on peut aussi rappeler AstraZeneca et Janssen, ne pose pas de problème. Non seulement ça ne pose pas de problème, mais c'est même un peu mieux. C'est peut-être meilleur, c'est voilà. ça. C'est meilleur. Avant de parler et de revenir sur le Omicron, ce fameux variant qui inquiète un peu le monde aujourd'hui, on a appris cette étude de Pasteur, de l'Institut Pasteur, qui prévoit
que le pic de notre 5e vague pourrait être atteint fin décembre et début janvier. Et il y aurait 1250 hospitalisations par jour, ce qui évidemment est bien trop, mais inférieur quand même à l'année dernière. Est-ce que vous confirmez cette modélisation? Est-ce qu'elle vous paraît plausible? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai confiance dans mes collègues de Pasteur. Je ne suis sûr. pas un modélisateur. Non, nous travaillons avec eux, nous les écoutons attentivement. Et leurs modèles sont très utiles pour réfléchir à ce qu'il faut proposer au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Ce que ces chiffres indiquent à la fois, c'est qu'il y a une situation sérieuse, donc qui mérite donc encore une fois de mettre en place tant que faire se peut la vaccination et de respecter peut-être un petit peu mieux qu'on ne l'a fait ces dernières semaines les gestes barrières et bien porter le masque, etc. Enfin, je ne vais pas les répéter, ils sont connus de tous, je pense. Cela est important, mais aussi de rappeler que alors que le nombre de cas est maintenant plus important chaque jour que cela a été lors de la vague précédente, le nombre d'hospitalisations, de nombre de personnes qui entrent en réanimation et de décès malheureusement sont trop importants, mais quand même restent en dessous. Ce qui reflète l'efficacité de la vaccination. Pourquoi il y a des cas malheureusement d'hospitalisation, des cas graves? Eh bien, c'est parce qu'il reste des personnes non vaccinées, environ 6 millions, dont 2 à 3 millions de personnes fragiles, et qu'il faudrait arriver à vacciner au mieux, d'une part, et d'autre part, parce que l'effet de la vaccination, de la primo-vaccination, avec le temps, petit à petit, diminue, au point qu'on peut de temps en temps être à risque d'une forme grave. Donc, ce qui justifie pleinement l'utilisation du rappel, mais aussi l'efficacité globale de la vaccination. Les 90% de personnes en France ayant reçu au moins une dose a permis de limiter considérablement les conséquences dramatiques de cette infection. Si on se compare, par exemple, malheureusement aux pays de l'Est de l'Europe, ou même, pour ce qui concerne la France, aux territoires d'outre-mer, qui sont peu vaccinés, malheureusement. Et qui ont des chiffres très, très difficiles et difficiles à gérer. Je voudrais qu'on revienne donc sur le Omicron avec des questions de Français, toujours recueillies par Mathieu Carman et Julie Janus. Et Claudette d'abord. Bien, bonjour, je m'appelle Claudette, j'ai 69 ans et je suis assez sceptique sur toute cette campagne sur le nouveau variant. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un variant nouveau, on nous dit beaucoup de choses, on alarme peut-être un peu trop les gens. Et soit je suis très optimiste, soit je suis un peu méfiante, mais je me demande encore ce qui va se passer. Donc pouvez-vous peut-être nous éclairer sur les différences qu'il y aurait entre celui-là, ce variant, et les autres? Bonjour, je m'appelle Evelyne et je voudrais poser une question au professeur. Voilà, je suis cardiaque, je viens de faire ma 3e piqûre, mon 3e vaccin. Je voudrais simplement savoir, avec le nouveau variant, que va-t-il se passer pour nous, les personnes âgées, malades? Voilà, ma question est simple, mais j'aimerais une réponse très claire. Merci. Alors, la première question, est-ce qu'on n'est pas trop alarmiste et quelles sont les différences entre ce fameux Omicron, ce variant qui a été officiellement signalé jeudi dernier en Afrique du Sud et qui est maintenant détecté dans plusieurs pays d'Europe et dont il y a 8 cas suspects en France? Alors, quelle est la différence? L'Organisation mondiale de la santé, avec l'aide de beaucoup d'experts virologues, classe les nouveaux variants, il y en a de très très nombreux, en fonction de leur dangerosité potentielle, en fonction de la caractéristique des variations, des mutations du génome du virus. Donc il y a un certain nombre de variants qui ont été considérés, mais pas comme étant a priori très dangereux, et à juste titre, parce qu'ils ne se sont pas avérés ensuite. Mais celui-là, il est dangereux. Attendez, j'arrive pourquoi? justement, oui. J'arrive. J'essaie d'expliquer la différence entre un certain nombre de variants finalement presque anecdotiques, semi-anecdotiques, ça dépend des cas, ça dépend des pays. Celui-là, il comporte un très grand nombre de mutations, comme on dit, de changements de la séquence du génome, à la fois dans la fameuse spike, mais aussi dans d'autres régions du génome qui permettent de fabriquer d'autres protéines du virus. Et ces variations, certaines sont déjà connues, elles ont été observées dans d'autres variants. Ces mutations ont été observées dans d'autres variants et elles provoquent une meilleure capacité du virus à se diviser, à se répliquer, comme on dit, ou à infecter les cellules. Et d'autres sont connues aussi pour limiter la réponse immunitaire. Et ce sont des variants connus. Et en plus, il y a encore d'autres mutations. Il y a beaucoup de mutations beaucoup de changements d'acides aminés, comme on dit, les petites perles qui forment les protéines de ce virus, et d'autres variations, les mutations, c'est mieux de parler, je pense ainsi, dont la signification n'est pas encore connue, mais qui sont suspectes, soit à nouveau
d'être capable directement ou indirectement d'augmenter la transmission du virus, parce qu'on fabrique plus de particules virales, par exemple, dans les cellules infectées, soit de limiter la réponse immunitaire. Donc le signal d'alerte, il est lié à la conjonction de ce grand nombre de mutations connues ou pas encore connues, mais qui vont être évidemment, qui sont analysées maintenant, et qui créent une suspicion plus forte de dangerosité de ce variant comparé à toute une série de précédents. Donc c'est pour ça, sans vouloir, je pense qu'il ne faut pas paniquer, ni madame, ni quiconque, mais il ne serait pas raisonnable de ne pas prendre en compte les caractéristiques de ce virus, de l'étudier très, très intensément et très vite. D'ici peu de temps, on saura ce qu'il en est, par exemple, de la réponse 15 immunitaire. 10 jours, qu'est-ce qu'on sait à peu près? Oui, environ. Environ quoi? Environ 10 jours? Environ 10 jours et 15 jours. Je comprends votre impatience, mais il faut que les choses soient faites d'abord absolument comme il faut, rigoureusement. C'est le plus important. Et si ça demande 3 jours de plus, ça sera 3 jours de plus. Mais de savoir qu'est-ce qu'il en est de la capacité des anticorps produits par les personnes vaccinées de, comme on dit, neutraliser le virus. Il y a des tests que l'on peut faire au laboratoire pour apprécier cela. Et un peu plus compliqué, mais on peut essayer aussi d'apprécier la capacité du virus de pénétrer dans les cellules, de se diviser, etc. Donc ces informations viendront, et en parallèle viendront aussi des informations sur le nombre de cas que l'on détecte en Europe, etc. Et c'est fondé sur ces informations que l'on pourra dire si madame avait raison, qu'on s'est alarmé excessivement, espérons-le, mais on peut, ou bien que malheureusement cette alarme était juste et qu'il fallait lancer toutes ces investigations et prévenir, et puis donc ensuite on verra s'adapter si besoin. Mais on ne peut pas, nous sommes dans une phase d'incertitude. Et dans la phase d'incertitude, il faut se donner les moyens d'en sortir, d'avoir des informations précises et de pouvoir apporter des réponses les meilleures possibles. Mais il ne faut pas paniquer, il faut juste raisonner, réfléchir et prendre en compte les informations qui arrivent au fur et à mesure. Alors, la deuxième question, c'était celle d'Evelyne. Que craindre d'Omicron pour les personnes âgées et malades? Oui, alors c'est lié à la première, c'est dans quelle mesure ce virus résiste à la réponse anticorps et à la réponse immunitaire d'une manière générale, telle qu'elle est induite par la vaccination. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai plutôt envie de penser, mais je suis obligé d'être prudent, que la vaccination telle qu'elle a été faite, telle que madame l'a reçue, 2 doses puis un rappel, est de nature, au moins partiellement, à protéger. Jusqu'à quel point, je n'en sais rien aujourd'hui. L'hypothèse optimiste, c'est de dire que ça change peu de choses et que, comme on le sait, le rappel protège très très bien. On l'a déjà évoqué, je n'y reviens pas. Au pire du pire du pire du pire, resterait l'option de développer, et ça peut aller assez vite, de nouveaux vaccins qui utilisent non plus la spike du virus initial Wuhan, c'est celui qu'on utilise toujours pour les vaccins actuellement, et le remplacer par la spike du virus Omicron de nouveau. Voilà, ce serait le pire. Si besoin, il faudra en arriver là. Les sociétés Pfizer et Moderna ont annoncé qu'elles commençaient à travailler dans cette hypothèse, comme ils l'avaient fait pour les variants précédents bêta et gamma. Il n'y a pas eu besoin d'aller beaucoup plus loin, tant mieux. C'est bien d'entamer cette démarche, quitte à l'arrêter si elle n'est pas nécessaire. Effectivement, donc on a appris que Pfizer travaillait là-dessus, en l'occurrence, mais certainement tout le monde a commencé à travailler là-dessus. Et ce qui entraîne la question de Daniel, là, tout de suite qu'on écoute. Bonjour, je me prénomme Daniel et je viens d'avoir la 3e dose. Je voudrais savoir par rapport aux nouveaux variants si cette 3e dose sera suffisante ou s'il en faudra une 4e. Et la question subsidiaire, c'est est-ce que le corps va accepter une 4e dose dans un délai relativement court ? Alors, bon, la première partie de la question revient un petit peu à la précédente. C'est d'apprécier dans quelle mesure la vaccination, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, est susceptible de protéger contre ce variant, si d'aventure ce variant devenait un problème. Je serais surpris qu'il n'y ait pas encore, qu'il ne persiste pas une protection partielle, dont je ne suis pas capable, évidemment, personne n'est aujourd'hui capable d'en apprécier le degré. L'importance. Mais on aura des réponses assez rapidement. Est-ce que ce serait un problème de recevoir une 4e dose assez rapidement? Franchement, non. La vaccination, évidemment, ça impressionne toujours un tout petit peu, mais je pense que monsieur, qui a à peu près mon âge, dans son enfance, a reçu un plus grand nombre de piqûres que ce qu'on fait aujourd'hui. On faisait plus d'injections de vaccins aux jeunes enfants il y a 50 ans ou il y a 60 ans qu'aujourd'hui, et à de jeunes enfants.
et qui supportent cela très bien. Donc s'il fallait absolument le faire, on pourrait le faire. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Tolérerait, la question que pose Daniel. Mais bien sûr, c'est ça que je réponds à cette question. Il n'y a aucune raison de ne pas tolérer cela. Encore une fois, les quantités d'ARN administrées sont minimes, et elles sont rapidement dégradées. Ça, c'est pour la partie dangerosité directe du vaccin. La réponse immunitaire induite, c'est une réponse immunitaire, mais notre corps passe son temps à développer des réponses immunitaires contre toute une série de microbes sans qu'on le sache, parce qu'ils nous protègent contre des infections. Donc la charge, entre guillemets, apportée par la vaccination dans le cadre du travail de notre système immunitaire, de nos moyens de défense, est assez modeste. Donc si on en rajoute un tout petit peu, ça ne changera pas grand-chose. Un mot, puisqu'on parlait des enfants. Vous avez dit les enfants ont reçu beaucoup de vaccins. Vous savez bien que la question des enfants du vaccin de 5 à 12 ans, qui a commencé dans plusieurs pays, est une question en France. Olivier Véran a parlé de 2022. Pour vous, à travers les études qui ont été faites, c'est quelque chose qui devra être fait, qui sera possible, ouvert, sans obligation, et qui ne présente aucun danger. Alors, je pense que la situation présente en France, c'est qu'il y a 3 arguments en faveur de cette vaccination. Le premier argument, c'est que, heureusement, les formes graves de l'enfant sont rares, mais elles existent. Il y a en particulier une maladie un peu particulière qu'on appelle d'un acronyme anglais, le PIMS, qui est une maladie inflammatoire qui touche le cœur et les vaisseaux, qui survient de temps en temps chez les enfants. Il y a quand même 700 enfants en France qui ont développé cette complication depuis le début de la maladie. Ça implique hospitalisation, inquiétude thérapeutique. Et on sait depuis peu, grâce à une étude française, que le vaccin protège contre cette complication. Donc c'est un argument pour vacciner. Et éventuellement pour protéger contre d'autres complications du Covid. Deuxième argument, et on le voit aujourd'hui, dans un contexte de diffusion du virus importante, le nombre de classes fermées augmente assez considérablement. Je crois qu'il y a 3% de classes à peu près fermées aujourd'hui en France, ce qui n'est jamais une bonne chose pour la scolarité des enfants, pour donc les risques de décrochage éventuels, surtout les plus fragiles et ceux qui sont issus de milieux défavorisés, et des risques même psychiatriques qu'on a observés. Donc si on peut prévenir par la vaccination la fermeture des classes, même s'il y a des mesures pour faire un peu mieux, qui sont mises en œuvre aujourd'hui, c'est pas mal aussi. Troisième argument, c'est que les enfants participent avec le reste de la population, mais eux, ils ne sont pas vaccinés. Donc le virus circule beaucoup chez les enfants aujourd'hui, les chiffres le montrent, et donc ils sont susceptibles d'infecter les personnes de leur famille, surtout leurs grands-parents, les fragiles. Donc les vacciner, c'est une façon de contribuer à protéger l'ensemble de la population. Donc une forme de solidarité. Il faut être prudent parce qu'il s'agit d'enfants. Donc ça, ce sont des arguments en faveur de la vaccination et qui plaident pour le faire. On a les données des essais cliniques qui vont dans le même sens, puisqu'il a été montré qu'en utilisant une dose réduite d'un tiers de quantité d'ARN, on peut bien protéger les enfants et apparemment ça se passe bien. Ce n'est pas le même vaccin que pour les adultes. C'est le même, mais à dose diminuée. D'accord. 10 microgrammes de Pfizer au lieu de 30, pour être D'accord. très précis. Un tiers de dose. Oui. Et c'est très bien ainsi. Alors, tout cela plaide pour y aller. Alors pourquoi on n'y est pas aujourd'hui en France ? Eh bien, parce que, et de façon légitime, nous souhaitons être prudents, c'est-à-dire s'assurer pleinement qu'il n'y ait pas de risque. Les Américains ont commencé, on peut dire pourquoi on laisse les Américains faire. La situation aux États-Unis n'est pas la même qu'en France. Il se trouve qu'il y a beaucoup plus d'enfants malades du Covid aux États-Unis qu'en France, beaucoup plus d'enfants hospitalisés, de complications telles que celles que j'ai mentionnées un instant. Probablement, même certainement, parce que l'état de santé moyen des enfants aux États-Unis est moins bon que l'état de santé des petits Français, et en particulier, mais pas uniquement en raison de l'obésité. Donc, il était absolument légitime que dans l'état des connaissances telles qu'elles sont aujourd'hui, les Américains aient débuté. Mais, à mon sens, il est aussi légitime que la France ait attendu un peu. Et donc, on saura très vite, puisqu'ils ont commencé début novembre, le temps d'avoir les 2 injections. On ajoute, disons, 2 semaines, parce que si complications il doit y avoir, ça suit dans les jours la seconde dose, eh bien, on aura la réponse sur la sécurité. Si on a dans 15 jours, 3 semaines, on aura les données, une très bonne sécurité qu'on attend, mais on veut le vérifier sur un grand nombre d'enfants vaccinés aux États-Unis. Encore une fois, et c'est légitime éthiquement, il n'y a pas de souci particulier compte tenu de la situation particulière. Alors, on remplit les conditions. Efficacité, sécurité et grande utilité de cette vaccination. Et dans ce cas-là, je pense qu'il serait absolument légitime de débuter la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Donc ça pourrait être potentiellement début janvier. Il faudra bien l'expliquer aux parents, qu'il n'ait pas de crainte particulière, que cela est utile pour les raisons... Enfin, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais faire une explication de cela. Mais je pense que la grande majorité des parents le comprendront.
Alors, je reviens sur le variant Omicron, dont vous avez expliqué très très précisément qu'il avait un certain nombre de mutations inquiétantes, surprenantes, qui pouvaient être plus transmissibles. Est-ce qu'on sait s'il est plus dangereux, s'il crée plus virulent, voilà, s'il est plus, s'il rend plus malade? À l'heure ça. actuelle, mais évidemment, les données sont très limitées, puisque le nombre de personnes connues pour avoir été contaminées par ce virus, ce variant, était faible, mettons, allez, une centaine à peu près dans le monde. Il n'y a pas d'indication que ce soit le cas, mais sur un nombre très limité de patients, donc il faut être prudent là aussi et attendre un peu. Oui, donc vous vous dites, mais est-ce que la question, c'est pas la transmissibilité qui fait que comme c'est plus transmissible, ça peut toucher beaucoup plus de monde et donc Oui, toucher des gens plus fragiles? Évidemment, non, mais s'il n'est pas, disons, s'il a une virulence, une dangerosité égale au Delta, mais s'il est plus transmissible et qu'il résiste un peu mieux, si c'était le cas, à la vaccination, évidemment, il y a une inquiétude à prendre en compte dans les stratégies à adopter. Mais encore une fois, on verra, on n'a pas la réponse qu'on aimerait bien. On est tous impatients d'avoir la réponse à ces questions, mais il faut donner le temps des travaux de recherche pour caractériser ces points. Alors justement, on a vu donc ces Omicron détectés. Alors évidemment en Afrique du Sud, on se demande un tout petit peu pourquoi. C'est la deuxième fois qu'on est sur un variant venant d'Afrique du Sud. Est-ce que c'est parce que cette population est plus fragile, elle est moins vaccinée? Est-ce qu'elle a été en contact avec le VIH, le virus du sida, et donc ça affaiblit son immunité? Mais en tout cas, peut-être qu'il y a une question autour de ce pays ou pas? Il y a une hypothèse qui est plausible, mais difficile à démontrer avec certitude. Malheureusement, l'Afrique du Sud est très lourdement touchée par l'infection par le VIH. Un peu plus de 20% de la population est infectée par le virus. Si on est infecté par le VIH et qu'on n'est pas très bien traité, si le virus n'est pas complètement contrôlé, comme c'est le cas heureusement en France par la trithérapie, on a un déficit immunitaire. Et en situation de déficit immunitaire, si on est infecté par le Covid, on contrôle moins bien ce virus. Et il y a des exemples qui ont été décrits dans la littérature scientifique, qui sont tout à fait convaincants, que de personnes porteuses du virus de façon chronique, donc très différent du Covid classique. Et si on séquence, on analyse le virus semaine après semaine, ou en tout cas mois après mois, pendant 8-9 mois, comme cela a été fait chez certaines personnes, on s'aperçoit que les virus mutent. C'est-à-dire que c'est une espèce c'est horrible de dire les choses ainsi, mais presque de laboratoire expérimental d'évolution du virus. Et évidemment, avec une sélection de virus qui sont plus transmissibles, éventuellement résistants à la réponse immunitaire. Donc une hypothèse qui n'est pas démontrée, très difficile à démontrer, c'est que ce type de variant émerge chez des personnes immunodéficientes déjà et qui contrôlent mal le virus, et qu'il se trouve que malheureusement, en Afrique du Sud, il y en a beaucoup. Donc c'est pourquoi les 27 Européens ont fermé leurs frontières avec l'Afrique australe, qu'un grand nombre de pays ont commencé à le faire. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, on a repéré un certain nombre de cas qui sont liés au voyage en Afrique australe. Au Portugal, 13 joueurs d'une équipe de foot. Aux Pays-Bas, 14 cas relevés à Amsterdam alors qu'ils revenaient en avion d'Afrique du Sud. Bon, ça pose la question des frontières. Est-ce que fermer les frontières avec cette partie du monde n'est pas une punition? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et on va écouter Shaina, c'est une question de téléspectateurs. Elle va un peu dans ce sens. Bonjour, une question de la part de Shaima. Donc j'ai 23 ans et j'ai une question pour vous, Monsieur Fischer. Est-ce que, au vu des circonstances actuelles, vous pensez qu'on va être reconfiné? Et si oui, est-ce que vous pensez que les frontières vont être fermées de nouveau? Merci. Alors c'est un peu différent, exactement. Oui. Mais c'est deux questions. Mais la première, c'est la question des frontières. Est-ce que la première question, est-ce que fermer les frontières, c'est efficace pour limiter l'arrivée vraiment? Ça ralentit. C'est évident que ça ralentit le voyage, c'est le cas de le dire, la transmission du virus des pays les premiers touchés vers d'autres pays. C'est clair que cela ne permet pas de contrôler complètement, parce qu'il y a déjà des cas, vous l'avez évoqué, dans des pays européens qui ont été signalés. Mais c'est une mesure, tout ce qui ralentit est bénéfique, parce que si on ralentit le processus, et si d'aventure ce processus s'avérait in fine dangereux, ça donne le moyen de s'adapter et de réagir plus vite. Donc c'est justifié. À mon avis, si je prends ma casquette de citoyen une seconde, ce que cela justifie à la guerre d'Afrique du Sud et des pays voisins
que l'on, d'une certaine façon, brime à travers ces mesures, c'est d'exprimer une solidarité, les aider pour la vaccination, parce que certains, au moins de ces pays, ne disposent pas d'un nombre de doses de vaccins suffisant, de les aider pour tout tel ou tel aspect sanitaire, et enfin qu'il y ait une forme de solidarité mondiale à l'égard de ces pays. L'Afrique du Sud, il faut le saluer, a fait le job, comme on peut dire, très très bien. De façon, il y a des centres, des personnes remarquables en Afrique du Sud qui ont détecté ce virus rapidement et qui l'ont fait savoir. Échanger les informations. Voilà, très très vite. C'est très important. Il faut saluer cette attitude, et je pense que cette attitude justifie une forme de reconnaissance, puisque on est obligé malheureusement de restreindre les voyages et d'aider tant qu'on le peut ces pays dans leur politique sanitaire. Juste un mot sur les symptômes, parce que justement les Sud-Africains nous ont envoyé des informations sur les symptômes tels qu'ils sont apparus de ce Omicron, dans ceux qu'ils ont vus, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai lu, une toux sèche, une grande fatigue. Rien de particulier, hein, ce sont les mêmes mêmes assez symptômes. Légers, des symptômes plutôt assez légers. Légers. Oui, si on veut se donner des messages, transmettre des messages positifs, mais je suis obligé d'être prudent par définition. C'est qu'il est possible que les formes clinique, comme on dit, donc l'expression de la maladie provoquée par ce virus soit relativement limitée. En tous les cas, il n'y a rien de spécifique. Les symptômes sont les mêmes que ceux du Covid classique. Pour l'instant, pas de forme grave. Espérons qu'il en restera ainsi. Alors justement, on va avoir un responsable du tourisme, un spécialiste du tourisme, parce que la question qui se pose maintenant pour tous les Français, c'est qu'est-ce qu'on va faire à la fin de cette année? Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances? Est-ce qu'on va pouvoir quitter la France, quitter l'Europe? Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières complètement. Le Maroc, Israël, le Japon. Est-ce que c'est la bonne solution? Et est-ce que du coup, ça nous concerne tous? Est-ce que ça veut dire rester en France ou en Europe, ce qui est quand même très agréable néanmoins, mais qui peut être un changement de plan important? Bernard Sabat, vous êtes président de Viaticus Consultant Voyage. Bonsoir, merci de répondre à nos questions. Quels sont les pays qui sont le plus touchés aujourd'hui par cette 5e vague? Et quelles conséquences pour les vacances de Noël et du Nouvel An? Alors, il y a 7 pays d'Afrique australe qui sont touchés de plein fouet, on l'a dit, hein, l'Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et le Swatini. Donc, ce sont des pays autour, évidemment, de cette Afrique spécifique. Aujourd'hui, si on parle d'Europe, l'Europe n'est pas totalement touchée et je pense qu'il serait regrettable pour les voyageurs d'annuler si vite dans ce cadre-là. Après, c'est le principe de précaution. Le professeur vous l'a confirmé tout à l'heure. C'est important de se protéger. On peut aujourd'hui laisser son voyage en suspens, mais pas l'annuler pour autant. Moi, j'attendrai une dizaine de jours pour voir comment ça fonctionne, ce qui nous permettrait de voir venir. Alors, le Maroc a fermé ses frontières, Israël a fait de même, le Japon aussi, vous l'avez dit, c'est important. Ce sont des pays qui devancent toujours les problèmes, et je pense qu'ils ont raison de le faire. Mais pour autant, si vous avez programmé un voyage pour cette fin d'année, attendez un tout petit peu. Il n'y a que le Maroc qui, depuis on va dire ce soir à 23h59, va fermer complètement le pays et les vols vont être suspendus, aussi bien de la France que du Maroc. Mais pour autant, je pense que pour les vacances de fin d'année, il faut attendre un tout petit peu avant d'annuler. Il faut être positif. Et si on a choisi les Antilles? Alors, ceux qui ont choisi les Antilles, c'est un autre débat parce que, comme vous le dites, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de problèmes dans ce cas de ces destinations. Quand on voit les efforts qu'ont fait les compagnies aériennes comme Air France, comme Air Caraïbes, comme Corsair, ils ont mis des vols supplémentaires et aujourd'hui, c'est très difficile de partir aux Antilles, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Donc, c'est extrêmement complexe. Donc là, j'ai envie de vous dire, attendons de voir les événements, comment ils sont gérés par l'État français. C'est une destination qui est énormément sollicitée, énormément demandée en hiver parce qu'on a le soleil garanti. Et beaucoup de retraités ont fait des investissements immobiliers là-bas, donc ils veulent absolument y retourner. Là aussi, je demande aux voyageurs d'être patients et de ne pas annuler. Et aussi, c'est important de le dire à vos téléspectateurs, Ruth, il est important de dire qu'il n'y a pas de risque, parce qu'on sait que quand vous avez pris votre voyage à travers une agence de voyage, l'agence vous garantit de vous rembourser dans les 14 jours. Donc, attendez. Merci beaucoup pour ce message. Merci d'avoir été en direct avec nous. Vous confirmez, professeur Fischer, ou vous nous dites, en fait, soyons francs et soyons clairs, pour les fêtes de fin d'année, vaut mieux prévoir de rester en Europe et se préparer à annuler ses vacances à l'étranger, je veux dire. Je pense qu'il est certain qu'il est mieux de ne pas aller dans les pays aujourd'hui, dans l'état des connaissances où a été détecté en premier le nouveau variant. Ça, c'est une chose. Pour le reste, cela dépend évidemment au cas par cas des situations des pays et de leur degré
de circulation du virus. L'Europe, aujourd'hui, est un foyer principal de circulation virale, à vrai dire. Du Delta, en l'occurrence. Du Delta. Aujourd'hui, notre problème, c'est Delta. C'est ça. Et C'est la ça le 5e sera vague. quand même pour un bon moment encore. On l'a dit tout à l'heure. Donc, je suis plutôt partagé sur cette question. Il y a évidemment des enjeux économiques pas tout à fait négligeables. Sur un plan sanitaire, ma tendance serait plutôt de dire aux gens dans ce contexte actuel, de remettre les voyages qu'ils peuvent remettre dans la mesure du possible et d'être prudent. Et donc la prudence, c'est vaccin, gestes barrières. Point. Et rester chez soi, donc les vacances au ski ou les vacances à l'étranger Les vacances au ski sont une situation qui comporte quelques risques, parce que c'est légitime. Le soir, on aime bien boire un coup, faire la fête ensemble dans des lieux clos. Ce n'est pas absolument idéal. Donc, l'hiver dernier, d'ailleurs, les stations de sport d'hiver, la capacité de ski était fermée dans la plupart des stations, enfin en France totalement, et dans la plupart des autres pays d'Europe. Évidemment, à nouveau, il y a des considérations économiques lourdes. Mais enfin, malheureusement, la situation aujourd'hui n'est pas la meilleure possible. Donc, je serais plutôt d'avis d'être un peu en retrait. Voilà, on sait qu'il va falloir mettre le masque dans toutes les situations pour le ski. Absolument. Notamment. Et pour les petits-enfants qui vont retrouver leurs grands-parents pour les réveillons, pour le réveillon de Noël, qu'est-ce qu'il faut faire ? On parlait tout à l'heure de la vaccination des enfants. Alors, du côté des grands-parents, c'est simple. Il faut qu'ils soient complètement vaccinés. Et puis, bon, on ne peut pas interdire. Donc, avec le rappel, je précise. Parle avec en tant que grand-père, je suis grand-père, donc je me sens directement concerné, mais même, je suis capable d'aller un tout petit peu au-delà. On ne peut pas priver, à l'occasion des fêtes de Noël et jour de l'an, les grands-parents de voir leurs petits-enfants, et réciproquement, c'est une évidence. Simplement, il faut le faire dans des conditions prudentes, donc de port de masque, d'aération des pièces, de ne pas être trop nombreux lorsqu'on se réunit, et puis d'être complètement vacciné pour les personnes adultes. C'est quand même, ça nous replonge quand même dans l'année dernière, dans des périodes qu'on croyait finies, qu'on croyait terminées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, de la part, je dirais, des autorités sanitaires en général, des autorités politiques, une nécessité de nous expliquer que c'est quelque chose qui va durer, que c'est quelque chose qui est logique, parce que vous, comme médecin et vous, comme scientifique, vous savez que la vie du virus, c'est pas du jour au lendemain. Déjà, c'est un miracle d'avoir un vaccin, mais en fait, ça continue. C'est très, très déprimant. Ça peut être déprimant. Et donc, est-ce que vous devez nous dire, en fait, c'est normal, ce virus, il va muter, on va vivre avec, habituez-vous, ou alors est-ce qu'il faut à chaque fois qu'on revive ces hauts et ces bas, cet ascenseur émotionnel, on croit qu'on en sort, et puis en fait, on n'en sort pas, et puis ça recommence C'est évidemment tout à fait pénible pour nous tous. Néanmoins, il faut constater que les conséquences et sanitaires et pratiques de la vie au cours des vagues successives sont moindres. Ouais. On n'a pas de confinement et il y a quand même de bonnes chances qu'on évite des confinements. En tous les cas, avec les variants actuels, on devrait passer sans confinement. C'est le plus probable, en tous les cas. Et donc, c'est très différent de la situation telle qu'on l'a observée en 2020 et encore au début de 2021. Alors, évidemment, ça ne suffit pas, mais les restaurants ne sont pas fermés, les cafés ne sont pas fermés, les salles de cinéma ne sont pas fermées. Enfin, la vie sociale que les uns et les autres peuvent avoir, les jeunes en particulier, et ils ont intérêt à se vacciner pour en profiter le mieux possible, avoir un pass sanitaire et être tranquille sur ce point, est quand même bien amélioré. Et ça ne changera pas ? C'est difficile, vous me demandez de répondre à des questions difficiles, je sais pas. Il est le plus probable et que ça ne se change pas. Mais je ne peux pas vous le certifier complètement parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On évoquait les modélisations tout à l'heure, les travaux remarquables des collègues de Pasteur qui indiquent une poussée d'une vague mais qui sera limitée par rapport aux précédentes. Et puis ça dépend comment la population réagit. Mieux on respecte les gestes barrières, mieux ça se passe. Par exemple, plus de gens de vaccinés, etc. etc. Donc tous ces paramètres interviennent, mais quand même, on va vers des vagues dont l'impact est moins fort. Je ne suis pas en train de dire tout va bien, mais quand même, et il faut comprendre deux choses. C'est que ces virus mutent sans cesse parce que leur système qui leur permet de copier leur matériel génétique fait des erreurs. Voilà. Et ces erreurs, la plupart n'ont aucune conséquence, mais quelques-unes peuvent apporter un avantage de sélection au virus, et c'est comme ça que ça se passe. C'est inhérent à ce type de virus. Et il est probable que la situation est avec des vagues, mais qui vont décrescendo, et que petit à petit, avec la vaccination
et l'adaptation du virus à la population, les choses vont continuer, puisque c'est déjà largement ainsi, continuer à s'atténuer. Merci beaucoup. Merci, professeur Fischer, d'avoir passé cette heure avec nous sur LCI. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans un instant et nous revenons à la campagne présidentielle stricto sensu et avec cette candidature d'Éric Zemmour qui est imminente. Wake up. And you? What would you do for love? Miss Dior, the new fragrance. Dior. There's a moon out tonight. Let's go strolling. There's a girl in my heart. Whose heart I've stolen. There's a moon out tonight. Let's go strolling through the park. Mercedes, emmène-moi rue Grande à Le Pin. Nouveau Citane, à partir de 175 € hors taxe par mois, entretien et complémentaire financier inclus. Voici l'innovation Forte Nuit 8 heures. Un fort dosage en mélatonine et 3 plantes pour bien dormir pendant 8 heures. Enfin, je fais mes nuits avec Forte Nuit 8 heures de Forte Pharma. Et découvrez la nouveauté Forte Nuit Gummies. And where down we go. Acqua di Gio Profondo, Giorgio Armani. Bonsoir à tous, on se retrouve bien sûr. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble depuis 20h jusqu'à 22h pour suivre le feuilleton de cette campagne présidentielle. Nous avons parlé largement de la situation sanitaire grâce au professeur Fischer. Nous avons parlé de cette maison commune de la majorité. Nous savons que les Républicains, nous aurons la réponse et l'élection de leur candidat. Ce sera jeudi soir et samedi pour le deuxième tour. Du côté de cette fameuse primaire sauvage entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, eh bien, il y aura de nouvelles étapes très rapidement, de façon imminente. Éric Zemmour devrait se prononcer et annoncer sa candidature. Une candidature qui va intervenir non pas dans la période qu'on a décrite souvent sur ce plateau, de croissance fulgurante, de surgissement extrêmement, très efficace et très remarqué de sa pré-candidature, mais dans un contexte beaucoup plus difficile, marqué par un voyage à Marseille qui peut être qualifié de raté, avec un geste peut-être qualifié de fatal, en tout cas extrêmement critiqué, critiquable, et vous le voyez à l'antenne. Un geste d'ailleurs sur lequel le pré-candidat, comme on l'appelait, s'est exprimé dans un tweet en s'adressant à la dame à laquelle il l'a fait, en disant « Madame, ce n'était pas le lieu d'un débat comme je les aime, le temps m'était compté, j'ai donc usé du seul langage que vous et vos camarades d'Antifa comprenaient immédiatement le vôtre. Toutefois, vous imitez tes fort inélégants, j'en conviens bien volontiers. » Voilà quelqu'un qui s'est fait bien chahuter par ses proches, bien grondé par son entourage, pour un geste qui ne fait pas président, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, il devrait annoncer sa candidature. Bon, comment expliquer ce contexte ? On va peut-être écouter Marine Le Pen d'abord. Marine Le Pen, elle a été au grand jury hier, RTL, LCI, Le Figaro. Et Marine Le Pen, elle a dit, c'est quelqu'un qui n'a pas fait sa mue. Il est resté le polémiste. Écoutez. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Éric Zemmour avait lancé sa candidature sur une promesse qui était celle
de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Je crois que cette promesse aujourd'hui clairement n'est pas tenue. J'ai envie de lui dire que, après tout, on peut servir son pays de 1000 façons, dans 1000 fonctions autres que celle de candidat à la présidentielle. Voilà, et Valérie Pécresse, pour poursuivre, elle était l'invitée d'Elisabeth Martichoux ce matin, elle est catégorique. Il faut pouvoir endosser des responsabilités, il faut pouvoir en être digne, qu'il faut en être digne. Ce geste n'est pas digne en tout cas. Ah ben, ce geste est totalement indigne. Je pense qu'être président ou présidente, c'est une crédibilité. On lui confie l'avenir de ses enfants. Il faut qu'il soit visionnaire. Et avoir une vision, c'est pas juste être monomaniaque sur un seul thème, l'immigration. Je pense que la candidature un peu précipitée, ou la pré-candidature un peu précipitée d'Éric Zemmour est en train de tourner au fiasco. Alors, est-ce qu'elle est en train de tourner au fiasco? Est-ce qu'elle va quand même se concrétiser demain, après-demain, peut-être même dès demain? Est-ce que c'est possible? C'est rare qu'on ait vu une candidature dans cette situation. La difficulté, c'est que, on l'a vu, il traverse une mauvaise passe, on pourrait prendre tout un titre de film, entre grosse fatigue, mauvaise passe et j'en passe. Bon, va peut-être se relancer avec cette candidature. Peut-être que les sondages qu'on nous dit peu favorables en ce moment à Éric Zemmour vont peut-être se redresser. En tout état de cause, quoi qu'il arrive à Éric Zemmour, qu'il chute, qu'il fût un champion d'automne qui ne tiendrait pas ses promesses au printemps, comme un certain Jean-Pierre Chevènement, qu'il soit au contraire quelqu'un dont les courbes ont des hauts et des bas, mais qui se maintient à haut niveau, en tout état de cause, de toute façon, Éric Zemmour aura changé la nature de cette élection présidentielle. Il a emmené tout le monde sur des thèmes, l'immigration, la sécurité. L'histoire, on va passer. D'ailleurs, lui-même ne veut plus en parler. C'était à vous qu'il l'avait dit la première. Moi, je ne sais pas ce que deviendra Éric Zemmour et la candidature d'Éric Zemmour. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas faire comme si la candidature d'Éric Zemmour n'avait pas totalement bouleversé l'ADN, d'une certaine manière, de cette... Barbara Lefebvre. Évidemment qu'Éric Zemmour a mis sur la table des sujets. Mais un candidat, des partis, des gens qui sont responsables, mettent effectivement sur la table des sujets de préoccupation des Français. Et bien entendu que l'immigration, la question de l'identité est une préoccupation des Français. Le problème, c'est la façon dont Éric Zemmour l'a posé sur la table comme une obsession. Et ça, les Français ne sont pas obsessionnels comme il l'est. Et Marine Le Pen elle-même n'est pas obsessionnelle avec l'immigration. C'est un point important de son programme. Mais regardez la campagne. Elle a évolué, en tout cas. Mais c'est justement parce qu'elle a réfléchi mûrement à la structuration de sa campagne et qu'elle a décidé, et d'ailleurs ceux qui n'ont pas voulu la suivre sont allés rejoindre Éric Zemmour, elle a décidé que bien sûr c'était un sujet important, la question de l'immigration, mais que ce n'était pas le sujet central. Or Éric Zemmour l'a dit dès le début. Il n'y a qu'un seul sujet qui m'intéresse, mon pays va mourir, la civilisation, etc. Or, on peut entendre ça une semaine, 2 semaines, sauf que depuis début septembre, on est maintenant début décembre, ça fait exactement 2 mois, 3 mois qu'il est là-dessus. Et même à Marseille, il a encore tenu des propos absolument terribles sur Marseille en disant que Marseille, de façon globale, de façon essentialisante, était une ville vendue à l'islamisme, c'était quasiment une république islamique à elle toute seule. C'est extrêmement violent. Donc là, je rejoins tout à fait Valérie sur le fait qu'il a bouleversé la campagne, mais la façon dont il a posé ses débats, à mon avis, justement, ça dessert aussi un vrai débat intelligent, des vraies propositions que les Français sont capables d'entendre et qui peuvent répondre à leurs préoccupations. Mais encore une fois, les Français ne sont pas obsédés, à la différence d'Éric Zemmour. Jean-Michel Apathy. Moi, je dirais pas des choses très différentes parce que je vois pas bien ce qui a été dit est intelligent. Je vois pas bien ce que je vais rajouter. Bon, mais c'est bien, je suis d'accord, c'est intéressant. Éric Zemmour termine une première étape, un peu fatigué, voilà, parce que quand on fait un Tour de France, à la fin de l'étape, on peut être fatigué. Il va commencer une seconde étape, la déclaration de candidature, puis le meeting au Zénith. Alors, évidemment, nous savons tous, parce que nous avons observé des campagnes présidentielles, c'est très dur de dire « je suis candidat à la présidence de la République ». C'est un moment qu'il faut réussir. Donc, il est pensé,
mis en scène, donc on observera cela. Et il faudra que là, Éric Zemmour le fasse autrement que comme le journaliste qu'il est jusqu'ici, c'est-à-dire tout ça avec un peu de désinvolture. Un peu. Il faudra qu'il y mette quand même quelque qu'il chose. l'incarne. Qu'il Oui, l'incarne. on y croit. C'est On y ça. croit. Qu'il incarne, qu'il passe, qu'il C'est ça. passe, qu'il change Alors, de Ça costume. peut être un qu'il moment change où il le fera. En Absolument. 48 heures, c'est difficile. C'est-à-dire Non, qu'une mais c'est une un annonce geste- de candidature non. juste après le doigt d'honneur, ça fait bizarre. Hein. C'est un geste qui est pensé. Enfin, j'imagine que dans son équipe, ils l'ont pensé depuis un petit moment. La candidature, vous voulez dire. Oui. Le moment où il dira je suis candidat. Et la deuxième, dans cette deuxième étape, le deuxième moment fort, ce sera le meeting qu'il va tenir le 5 décembre au Zénith. Et là, on l'imagine, il va faire un discours, 1 heure, 1h30, 2 heures. Il faudra qu'il nous parle effectivement d'autre chose que, mon Dieu, il y a plein d'Arabes en France. Il faudra qu'il dise autre chose. Voilà. Alors, tout ça, on verra s'il réussit le début de la deuxième étape. Et là, à partir de là, écoutez, on reviendra en parler sur le plateau. Renaud Pilat. C'est difficile de rebondir par rapport à ce week-end, à ces 2-3 jours très très ratés quand même, par rapport à d'autres moments où il a été au centre et où il a donné le tempo de la campagne. Oui, et on a l'impression qu'il a tout donné justement. Vous posez la question, geste fatal ou pas? Alors, il y a toujours des mauvaises passes dans les campagnes, c'est long une campagne présidentielle, mais je crois que le problème de ce doigt d'honneur, c'est que déjà, c'est pas un propos, vous pouvez dire j'ai été mal compris, Là, c'est une photo qui a fait le tour. D'autant qu'il y avait un commentaire. Ça va très vite, voilà, je l'épargnerai pour nos Merci, oreilles. je vous remercie. Mais c'est une photo qui a fait le tour et qui révèle un comportement, qui révèle un tempérament, qui révèle un manque total de présidentialité et surtout, et moi je crois que c'est le plus important, qui révèle les failles en coulisses au sein de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. C'est la première fois qu'en coulisses, beaucoup de gens, depuis 1 mois des dérapages, en privé, en off, comme on dit, disaient des choses. Et là, c'est la première fois qu'ils reconnaissent une erreur, une séquence, un déplacement tellement mal préparé. Vous savez, quand Marine Le Pen a été à Marseille il y a quelques jours, 1 mois et demi de préparation. Là, ce sont les amateurs. Alors, comme on n'a jamais de commentaires sans réaction sur ce plateau, et la parole est à la défense en quelque sorte. Stanislas Rigaud, vous êtes le président de Génération Z. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans une réunion là, j'imagine, pour préparer l'annonce de la candidature peut-être. Mais vous êtes bien informé, ce n'est pas que pour préparer l'annonce ou quoi que ce soit, c'est que nous avons des réunions régulièrement, de façon hebdomadaire, et nous avons préparé tout un tas de choses, dont le Zénith qui arrive ce dimanche. D'accord. Alors voilà, en tout cas, les critiques tombent drues après ce doigt d'honneur et la visite très chahutée. Et la question est simple. Est-ce que Éric Zemmour peut incarner un président? Est-ce qu'il peut être crédible comme président? Parce qu'on ne part pas à une élection présidentielle pour juste donner quelques idées, même si elles sont très fortes. On doit être crédible. On doit vraiment... les Français doivent pouvoir imaginer la personnalité à l'Élysée. Alors du coup, c'est une vraie question. C'est une vraie question, vous avez totalement raison, et je crois que vous avez un peu répondu à cette question en la posant, c'est-à-dire que les seules personnes qui jugeront de la crédibilité d'Éric Zemmour pour être président de la République ou pour être un bon candidat, ce sont les Français. Ce seront les Français qui s'exprimeront, et on leur fait confiance par rapport à ça. Vous savez, les brevets de présidentialisation, ce n'est pas ni aux journalistes, ni à moi-même d'ailleurs, ni aux politiques de les donner. Moi, je fais confiance aux Français pour se faire leur propre avis. Et d'ailleurs, je crois profondément que si la séquence à Marseille n'est pas la plus réussie de toutes, loin de là, et nous, on n'est pas là pour mentir et faire semblant que tout va parfaitement bien. Les séquences qui s'annoncent vont être extrêmement bonnes, à mon avis, et la dynamique va repartir de plus belle. Alors, je sais que vous avez dû lire dans l'Express l'interview de Pierre Meurin, qui est un ancien stratège très proche d'Éric Zemmour et qui l'a quitté et qui lui a adressé une lettre et une note très alarmiste cette semaine pour lui dire ça va pas du tout la campagne. Ça n'est pas faire campagne présidentielle que d'être un Cassandre permanent. Vous adoucir est la clé de votre campagne, dit-il. Il est trop dur, il n'est pas assez humanisé. C'est quand même assez violent. Écoutez, moi, j'ai de l'amitié humaine pour Pierre Meurin. Je le trouve toujours extrêmement sympathique. Pour autant, Pierre Meurin, il a quitté la campagne il y a maintenant plusieurs mois. Je ne crois pas qu'il soit au courant, qu'il participe à des réunions. Et en fait, les reproches qu'il fait sont des reproches qu'il aurait pu faire il y a maintenant 3-4 mois. Donc, je vois pas comment il peut en fait faire ce papier, cette interview dans l'Express, que je trouve
un peu désobligeant, puisque lui-même ne participe plus à rien depuis un certain temps. Donc moi, ce papier, je l'ai lu avec attention. D'ailleurs, je lis toutes les critiques, bonnes ou mauvaises, qui peuvent passer sur la campagne, et tout le monde le fait dans l'équipe. Pour autant, je n'ai pas compris ce long entretien dans l'Express. Alors, Stanislas Rigaud, juste en un mot, comment est-ce que sa candidature, avec quels mots, avec quelles idées nouvelles, est-ce qu'il peut se relancer? Jean-Michel Apathy l'a dit, c'est une deuxième étape, donc comme une deuxième chance en quelque sorte. Comment vous la saisissez? Avec quels mots, avec quel concept, avec quelles nouvelles idées vous allez aller? Je crois que les mots, Éric Zemmour saura les trouver parfaitement au moment de l'annonce de sa candidature. En effet, M. Apathy a raison. Nous sommes sur une nouvelle séquence qui va débuter, qui sera celle de la campagne officielle avec tout le monde. Je crois que dès lundi, tous les candidats, ou plus ou moins, seront sur la ligne de départ. Il manquera peut-être qu'Emmanuel Macron. Mais moi, je fais confiance à Éric Zemmour pour choisir les bons mots. Il va pouvoir s'adresser, j'imagine, quand il se présentera au plus grand nombre de Français par le biais des journaux télévisés comme TF1 ou France 2. Et il aura, je pense, un discours qui est le sien, c'est-à-dire un discours cohérent. Il n'a jamais varié de ligne, il n'a jamais bougé d'un iota. Et je crois ce qu'apprécient beaucoup de Français chez lui. C'est son courage, même dans l'adversité. Et moi, je veux dire aussi quelque chose sur ce plateau. C'est que j'entends à droite et à gauche pas au sens politique, des rumeurs comme quoi on serait pas bien, etc. Moi, s'il y a bien une chose que je peux dire ce soir, c'est que l'équipe est plus soudée que jamais et blindée, si je puis me permettre cette expression un peu vulgaire, pour la suite de la campagne. Oui, c'est vrai qu'on a entendu que vous étiez divisé, qu'il y avait des critiques sur peut-être le manque d'expérience de votre équipe pour mener une campagne présidentielle. Donc vous nous dites, on est blindé. Sur ce point très précis du manque d'expérience, d'ailleurs vous aurez l'occasion de tous le voir lors des prochains jours, l'équipe n'est pas forcément celle que l'on peut imaginer de l'extérieur. On n'est pas tous trentenaires, enfin d'ailleurs je ne suis même pas trentenaire, en Stan Smith et jean avec un ourlet. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens un peu plus âgés, sans leur faire offense pour autant, qui sont prêts à mener campagne. Bon, voilà, on est rassurés. Non, on aime bien les jeunes et on est très contents. Mais effectivement, la question de l'expérience dans une campagne présidentielle, c'est très, très important. Vous vous en rendrez compte. Et nous aussi, on suivra ça avec intérêt. Merci Stanislas Rigaud d'avoir été en direct avec nous. Un petit mot? Écoutez, tout va bien. Oui. On comprend bien, donc que ça continue. C'est ce qui est amusant d'ailleurs avec cette équipe, c'est que c'est l'équipe de la méthode Coué, c'est-à-dire que tout va toujours très bien. Jusqu'ici, tout va bien, comme dit Delphine. Non, mais ils ont raison. Mais il a reconnu qu'il ne pouvait pas dire que tout était réussi quand même. Par contre, là où je suis un peu inquiète pour Éric Zemmour, même si je pense que mon inquiétude ne va pas beaucoup lui porter de préjudice, mais il nous dit qu'il va rester le même et qu'il restera comme d'un bloc parce qu'il est cohérent. Donc, on va avoir droit à une annonce de candidature sur les mêmes thèmes, la civilisation, l'immigration. Vraiment, je ne crois absolument pas que les Français pourront adhérer à une campagne monothématique et surtout monomaniaque. Bruno Pilat. 15 jours, 3 semaines fondamentales. L'annonce de candidature, les grandes prestations à la télé, le meeting, qui sera là? Philippe de Villiers ne sera pas là. Robert Ménard, qui l'a reçu à 3 semaines, est aujourd'hui très critique. Bon, pour être président, il faut avoir quand même quelques poids lourds. S'il est seul face à une salle qui sera sûrement pleine, bon, c'est compliqué, hein, c'est le plus dur commence, vraiment le plus dur commence. Et Marine Le Pen qui est plutôt en forme et qui l'appelle à le rejoindre et à renoncer à sa candidature. C'est-à-dire que quand vous parliez d'expérience avec le représentant de Génération Z, on voit que 3 campagnes, ça finit par tanner le cuir. Et Marine Le Pen, elle peut se prévaloir de cette expérience. Certains diront oui, mais enfin, ça fait 3 fois qu'elle se présente, ça veut donc dire que elle a échoué 2 fois, mais ça lui a permis de traverser cette crise, son propre enterrement, comme elle le dit elle-même, avec un peu de distance. Bon. Mitterrand et Chirac aussi n'ont pas réussi du premier coup. Le professionnalisme, on va voir effectivement cela. Et donc Marine Le Pen, elle sera notre invitée le 1er décembre, mercredi soir, sur ce plateau. Je l'accueillerai avec François Langlais. On évoquera son programme, le contenu. Et elle réagira évidemment à la candidature d'Éric Zemmour si elle est confirmée demain ou après-demain. Merci à tous. C'est une semaine cruciale, je le disais. Jeudi, on aura le résultat du premier tour des Républicains, édition spéciale. Et puis sur LCI aussi, la couverture des meetings dimanche. Et puis le candidat des Républicains, ce sera samedi. Vous voyez, restez avec nous. Et en attendant,